J'ai envie de vous parler du métier que j'ai fait dans ma vie, le métier principal que j'ai fait dans ma vie. Vous comprendrez après pourquoi. On appelle ça, je vous dis, recyclage textile. Pour moi, c'était la friperie. Second hand clothing. Un vêtement de deuxième main, voilà. Tout le monde, aujourd'hui, connaît ça. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé ce métier-là, je ne connaissais rien du tout, d'ailleurs, j'ai commencé en me spécialisant, donc, il y a longtemps, hein, dans les vêtements d'occasion, mais particuliers. C'était les vêtements en cuir, peau et fourrure. Donc vêtements, accessoires, tout ça. Et donc, pour pouvoir faire cette activité, je me rendais en Belgique, en Allemagne ou ailleurs. Alors avant d'aller là-bas, bon, je mettais un peu les choses dans l'ordre. Je suis d'abord commencé à acheter chez des grossistes à Paris. Hein, je commençais à acheter des vêtements comme ça, et je me suis aperçu que, évidemment, j'ai payé cher, hein, mais que ça se vendait bien, quoi. Voilà, que à l'époque, un blouson en cuir pouvait valoir en neuf 4000, 5000 francs, on était en francs. Et moi, je pouvais sortir un blouson de qualité égale, voire même supérieure. Je veux dire, j'aurais sorti ça à 500 francs. Donc, en parfait état, évidemment, j'avais monté un atelier avec des gars, des Africains d'ailleurs, qui travaillaient chez moi. Pourquoi des Africains? Parce que le premier qui est venu travailler avec moi, qui m'a proposé de venir m'aider, c'est un Africain. Et à partir du moment où j'ai eu besoin de plus de gens, je lui ai dit occupe-toi de ça. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler avec des Africains. Une bonne période d'ailleurs. Et du coup, me voyant que bon, c'était quand même assez rentable, mais que les plus belles pièces, j'avais jamais trop accès, parce qu'évidemment, les grossistes, ils gardaient ça pour eux. Pourquoi ils allaient me vendre, je sais pas, une fourrure qu'ils auraient pu vendre 1000 $, 10 000 francs à Paris, et bon, ils m'auraient vendu à moi 200 francs ou 100 francs, selon le poids, parce que j'ai acheté au poids. Donc j'ai décidé de commencer à essayer d'acheter à l'étranger. Donc trouver les entreprises qui étaient capables, qui triaient, qui faisaient du recyclage textile, et puis d'acheter chez eux ce genre de produits, ce que j'ai fait, en Belgique et en Allemagne. Donc au début, j'ai fait des achats, c'était, des fois, c'était des poubelles incroyables. Je rentrais un gros camion de 20 tonnes, et sur 20 tonnes, je pouvais en acheter 18 tonnes, 19 tonnes. Parce que les cuirs, la peau, les fourrures, c'est quand même des matériaux très vivants. Et que des années de stockage dans des balles ou dans des entrepôts, bon bref. Pourquoi? Parce que souvent les entreprises de recyclage, à l'origine, ne savaient pas exploiter ces matières-là, étant donné qu'elles savaient surtout exploiter ce qui était recyclable. C'est-à-dire le coton, la laine, le jean, le velours. Et donc toutes ces matières qui rentraient, là, il n'y a quasiment pas de plastique dans le textile à l'époque, tant mieux. Mais il y avait ces matières-là, et souvent, tout ce qui était fourrure, manteau, machin, puis il y avait du mitaria mélangé. Ils mettaient ça dans des grosses balles, c'était cerclé dans une presse et stocké dans les faux entrepôts. C'est comme ça que, après avoir acheté une ou deux fois des merdes, parce que je savais pas trop comment faire, et puis qu'il y avait ça, et puis que c'était pas cher, ça correspondait à mes moyens, puis c'est comme ça qu'on apprend. Jusqu'au jour où j'ai commencé à trouver des stocks intéressants, importants, une belle qualité de ces produits. Ça nous a permis, à moi, à mon épouse à l'époque, de passer quelques années, bonnes années au niveau commercial, de détail. Voilà, on en vivait bien, plutôt bien même. Et puis est arrivé là-dessus Brigitte Bardot. Vous voyez à l'époque l'histoire des bébés phoques, on pourrait plus vous dire, dans les années 80, hein, c'est ça. Donc, et qui effectivement a ruiné l'industrie de la fourrure en très peu de temps, en un an. Il n'était plus question de vendre un moins de morceaux de fourrure en France. C'était plus possible. Et puis, moi qui étais devenu quand même un spécialiste de la fourrure, on commençait à bien s'y connaître, mieux que certains fourreurs, puisqu'on avait accès, grâce à l'occasion, à toutes sortes de peaux de fourrure et de cuir que certains fourreurs connaissaient même pas. Les trucs, bon, je veux pas dire, parce que ça fait très,
Mais bon, il y avait, on va dire, presque tous les animaux ont été mis en cuir ou en fourrure, presque tout. Et j'ai trouvé presque tout dedans, même des plumes, des seins, du sein, les kangourous, je sais plus quoi. Ouais, du crocodile aussi. Hein. En tannage africain, autant dire que ça valait strictement rien du tout, mais c'est du tannage au soleil. Et qu'on a une peau qui... Le tanin, il faut mettre dedans... il faut savoir travailler les cuirs pour pouvoir arriver à les rendre souples, etc. Suite à ça, en fin de compte, grand branle-bas de combat, il va falloir passer à autre chose, puisque donc j'ai commencé à travailler, toujours pareil, toujours en France, hein, sur les manteaux, les imperméables, un truc, quoi, un bon créneau, j'avais trouvé des lots, et je faisais plutôt comme ça, j'allais dans des usines, vendais pas 150, mais j'allais leur demander quoi, qu'est-ce qu'ils avaient à vendre, quoi, en valeur intéressante. Puis en général, je vous prends ça, puis en contrepartie, j'avais toujours 2 ou 3 balles de bons produits. Ah, ça m'est arrivé une fois d'acheter, ça va vous paraître fou, mais un camion entier, presque 15 ou 20 tonnes, de blouses en nylon. À l'époque, dans les campagnes, pas qu'en nylon et coton. Mais au début, moi, je les ai vus en coton, puis bon, bref, c'est pour ça que je dis plus en nylon. À l'époque, dans les campagnes, même dans les villes, partout, les ménagères avaient des blouses, avec des motifs plus ou moins psychés, des petites fleurs. Et il y en avait qui étaient en coton. Et toi, je suis un Belge, il m'a dit, écoute, tu me prends tout ça pour, je sais plus, 10 000 francs, un SMI entier qui était rempli. Et donc, j'ai ramené un truc comme ça. Et j'ai appris à travers un produit à faire des tris spécifiques et voir ce qui était possible d'en sortir. Et donc, évidemment, je ne pouvais pas tout vendre moi-même sur mon cas, d'essayer de le vendre en gros à d'autres. Et donc, j'ai commencé à démarcher d'autres clients, d'autres commerçants, entre autres à Paris, au plus à Saint-Ouen surtout, mais aussi au Halles, tout ça, etc., pour vendre des lignes de produits. Et je me suis aperçu que c'est la bonne voie. C'est comme ça qu'il fallait avancer, mais ça demandait une grosse structure, ça demandait d'avoir des bâtiments beaucoup plus grands, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à m'agrandir, c'est-à-dire du petit atelier de 300 mètres carrés que je devais avoir. J'ai dû passer à pas loin de 10 000. Ouais, c'est ça, 10 000 en 2 ans. Donc, qui m'a permis de faire rentrer des lignées. J'ai eu une fois un lot de robes en Allemagne. J'avais trouvé un lot de robes allemandes à l'époque de l'Allemagne, si vous regardez pendant la guerre. Les femmes, pareil, il y avait des robes avec un petit tablier. Là. Les robes étaient de très très belle qualité, c'est ça qui m'avait plu. C'est super beaux matériaux et tout. Et super bien vendu, ça. Hein. Alors évidemment, on avait les machines de nettoyage. C'était toute une activité. Le recyclage que j'ai fait, c'est pas la petite friperie, c'est 3 autres trucs. C'est pas de ça qu'il s'agissait. Et évidemment, en continuant à me développer un peu comme ça, je suis venu à rencontrer un industriel allemand, qui est un peu plus jeune que moi, 2 ans de moins que moi, qui lui aussi était en développement en tant que fournisseur. Il cherchait des grossistes comme moi pour vendre ses produits. Mais et surtout, il était sur la base qu'on appelle l'original, c'est-à-dire la vraie collecte, c'est-à-dire ce que les gens donnent. Et donc là-dedans, il y a tout. Il y a tout, une partie de poubelle, mais après, tu as tout ce qui peut dériver dans le vêtement, le linge de maison, tout était là. Et on a sympathisé ensemble et on a vu qu'il y avait peut-être moyen d'essayer de mettre nos forces en commun pour développer son activité à lui et moderniser la mienne. On va dire ça comme ça. Et c'est comme ça que je me suis rapproché de lui et on a décidé ensemble, que j'aille en Afrique, puisque une grande partie de la fripe était vendue pour l'essentiel. Le recyclage textile, ça c'est 4 activités en réalité, 4. Il y a le chiffon d'essuyage, il y a tout ce qui est coton, avec des activités différentes. Il y a ce qu'on appelle le recyclage pur,
c'est-à-dire le jean, le coton, tout ça, c'est de la matière première passe dans des machines, des carleuses, et avec ça, on fait de la matière, du fil, on fait du feutre, entre autres, hein, les feutres d'isolant. À l'époque, des voitures, tout ça, des capots voitures, c'était fait avec ça. Donc c'est la deuxième. La troisième, c'était les vêtements en très bon état, un quart à peu près de la production brute, qui, eux, étaient destinés à l'exportation, c'est-à-dire aux pays africains en général. Et c'était des marchandises à haute valeur ajoutée, hein, parce que pour vous donner un exemple, lorsqu'on vendait de la matière recyclage, qui représente elle aussi à peu près un quart, le prix qu'on nous donnait était inférieur au coût de production. Hein, c'est-à-dire que si j'avais fait mon activité que pour sortir ça, bien sûr que je perdais de l'argent tout le temps. Hein, donc c'était un prix en plus pour pas payer les déchets, mais c'était très très faible comme prix. On va dire en gros pour la partie vêtements qui se vendent en Afrique, je redis 10, le recyclage c'était 1. Et le chiffon d'essuyage c'était 7 ou 8. Ça pouvait être même 10 si on savait bien le travailler. À l'époque, beaucoup d'entreprises, comme par exemple tous ceux qui utilisaient des presses avec de l'encre, hein, donc les journaux, hein, la grande presse, utilisaient des chiffons. Hein, tous ces grands ateliers automobiles utilisaient des chiffons. Moi, je travaillais avec le grand fabricant d'interrupteurs, une très grosse usine. Les chiffons, enfin bref, c'était vraiment... ça demandait quand même beaucoup de travail derrière, mais c'était rentable. Et il y avait donc l'exportation, le vêtement. Alors, il y avait deux façons de le vendre, soit tu vendais le vêtement tel quel dans les balles à un petit prix à des importateurs, ce que faisaient beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle qui étaient plus spécialisées dans le chiffon d'essuyage ou dans le recyclage. Ils ne pouvaient pas être bons en tout, c'est pas possible. Et que l'export, ils s'emmerdaient pas, et des Africains qui venaient, ils rachetaient tout. Et après, les autres, ils amenaient ça dans leur pays, et triaient sur place, évidemment. Ils se faisaient les couilles en or, et ils achetaient ça pour rien du tout. Et nous, on est arrivés à ce endroit-là avec mon ami. Et je lui ai dit, mais bon, on va pas... Il y a certainement manière de faire beaucoup mieux que ça. Et on avait remarqué à l'époque que, bon, l'essentiel des Africains qui achetaient dans ce business, c'était des gars qui se situaient Sierra Leone, enfin ce qu'on appelle le Gold Coast, hein. Merde, j'ai oublié les 3-4 petits pays, Togo, bref, trop de mémoire. Et quand je regarde la carte comme ça, je me dis, bon, il faut aller plus loin. Et mon pote dit, on va aller au Cameroun. On ne connaissait rien du tout, je vais aller au Cameroun. Et donc avec une carte, et une carte de crédit aussi assez solide, on décide que je parte au Cameroun. Alors on avait préparé tout ce qu'il fallait, hein. Les documents, les listings, tout ça, et je pars au Cameroun. Et en effet, je ne s'était pas trompé. On arrive au Cameroun, effectivement, les importateurs qui étaient là-bas étaient les gens qui achetaient aux Africains là-bas. Donc ils achetaient déjà pré-triés en Afrique, enfin, écrémés. Quand moi je suis arrivé là-bas, je dis voilà, moi je viens directement d'Allemagne, et ma marchandise apparaît directement ici, c'est évident que j'ai rencontré du monde. Et mon premier voyage fut un gros succès. J'ai fait 4 pays à l'époque. Est-ce que c'était en Afrique de l'Est cette fois-ci? Pas encore, je crois pas. Non, j'étais resté que sur l'Afrique de l'Ouest. J'avais fait Cameroun, le Gabon, l'Angola et le Congo. Ouais, c'est ça. L'Angola, je m'étais fait refouler au bout de 2 jours. Il y avait des problèmes politiques. J'ai jamais fait de bonne affaire là-bas. C'est dommage parce que c'était riche comme pays. Hein. Le Gabon, moi je travaillais beaucoup avec le Gabon, petit pays, mais il y a des importateurs qui revendent au dehors du pays. Enfin bon, bref. Et là, tout d'un coup, mon monde a changé. D'abord, j'ai aimé ça. Alors, c'est là où, effectivement, arrivant en Afrique, donc tous ceux qui connaissent l'Afrique, c'est un choc. Je me rappelle mon premier contact avec l'Afrique, c'était une énorme bouffée d'air chaud, à moitié étouffant, avec une odeur insupportable. Bienvenue à Douala, dans la lagune de Douala. C'était en plus dans les saisons chaudes.
À l'époque, il fallait se traverser tout le tarmac à pied, quand il fallait pas ramener nos bagages avec nous. Hein, donc, c'est un bordel. Bon, c'est l'Afrique, quoi. Après, se taper des douaniers, mais alors, casse-bonbon de première, on sent la raquette en permanence. Hein, c'est vraiment, on est là pour faire chier, quoi. Et ça marche. Donc, t'en peux plus d'un voyage, t'es étouffé par la chaleur, tu sues comme une vache. T'arrives dans un endroit à peine, il n'y avait pas de clim, hein, à peine ventilé, quoi. Et là, t'as des douaniers qui te démontent tes bagages, qui te posent des questions que tu comprends même pas. Et qui essayent surtout de te piquer les affaires. Et ça, j'avais bien compris. D'ailleurs, ça m'avait coûté à l'époque, je sais plus. Je sais plus très bien ce qu'il m'a. C'est des jeux de cartes. Ouais, j'avais prévu quand même un peu le truc. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est que quand j'allais en Afrique aussi, ma belle famille m'aidait à faire des provisions de médicaments et entre autres de trucs contre. Comment ça s'appelle ça? Ah merde, la nivaquine, voilà. Bah, quel truc. Et bon, bref, à l'époque, c'était contre la maladie de tremblement. D'ailleurs, j'ai tout de mémoire ce matin. Peu importe, donc j'en avais beaucoup avec moi, de manière un peu anormale, mais avec un document, etc., comme quoi je devais le remettre à un pasteur, bon bref, qui avait une sorte d'infirmerie, bon, c'est souvent là que ça se passait, quoi. Mais pour arriver à faire passer tout ça, il fallait mieux être équipé un petit peu à côté, et donc j'avais des stylos, des jeux de cartes, ouais, les trucs, ça paraît comme ça, mais c'est de ça qu'il s'agit. Après, m'a fait un petit paquet de médicaments, de jeux de cartes, 3 stylos, et puis on passait. Et c'était bien, voilà. Waouh. Alors, quand je faisais mes affaires, je me suis toujours installé dans les hôtels, le top. Hilton, Sheraton, Novotel, enfin, des hôtels où ce que je dépensais en une nuit, pour certains Africains, ils les gagnaient en un an. Et encore, et encore. Bon, $1000 la nuit, c'était à peu près les tarifs. Donc, plus les frais annexes, hein, on avait vite doublé. Pourquoi ça? Parce que dans un pays, dans des pays où j'allais, si tu veux être sûr d'avoir des téléphones qui fonctionnent, des fax, à l'époque, on marchait avec les fax, on marchait avec les téléx. Tu trouvais pas ça avec téléx dans la rue. Il fallait donc, avec les grands hôtels, on avait un secrétariat, on avait plein de choses, puis de la sécurité. C'est-à-dire que si ça se barrait en couille, normalement, on était évacué en premier. Tout ça, quand vous arrivez pour la première fois pour faire des affaires. Et j'ai toujours tenu cette ligne des grands hôtels, sauf peut-être dans mes derniers voyages, puisque j'allais voir réellement des gens que je connaissais, et donc je me contentais d'hôtels intermédiaires, de qualité quand même, mais qui ne me coûtaient pas $1000 la nuit, mais plutôt 200. Voilà, c'était de cet ordre. Et me voilà venu donc arriver au Cameroun, et pour moi, ce fut une révolution, une découverte incroyable. Et en même temps, comme beau catho que je suis, catholique, je me dis, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est moral, ça, de vendre nos poubelles, hein? Et puis je me suis aperçu que j'en ai pas de poubelles du tout. J'en ai le fruit d'un gros travail. Un travail où il a fallu collecter ce que les gens jettent ou donnent. Après, il a fallu souvent le trier, le sélectionner. Après, le conditionner. Et ensuite, le transporter. Hein, c'est toute une activité qui faisait travailler plein de gens chez moi. Puisque au maximum qu'on a été, on a été 110. 110 salariés en moins d'1 an et demi. Hein, on est passé de 15 à 110. Hein, je dis on parce qu'à ce moment-là, je me suis associé avec mon partenaire allemand. Hein, et en changeant tous les paramètres, en demandant par exemple à mon épouse de devenir responsable d'un nouvel entrepôt tout neuf que j'avais installé en France, qui avait vocation à passer une autre qualité dont je n'ai pas encore parlé, qui est une qualité qui représente à peu près 3,5% du tas, qu'on appelle le rétro ou les pièces un peu exceptionnelles. C'est toujours en général, qui relèvent c'est les très très bons trieux, les très très bonnes trieuses, qui sont aptes à pouvoir faire ce travail, des gens beaucoup formés. Être capable, lorsqu'on est dans de la dentelle, déjà à l'époque, il y avait déjà de la dentelle de synthèse, des trucs chinois qui arrivaient de la merde, quoi.
Mais on avait encore beaucoup, beaucoup de belles bases. Mais il n'y a pas que ça, il y avait toutes les robes de couturier. Même en remontant, on avait les vêtements du 19e siècle, donc qui étaient très bons pour le théâtre. Les chapeaux claques, les queues de pie, les demi-queues de pie, hein, les robes de soirée, robes cocktail, un peu, en France on appelle ça robe de soirée, hein, qui ici s'appelle robe cocktail. Et tout ce tri-là, était ces 3,5% là. L'objectif était de le passer dans des magasins qu'on avait nous-mêmes, en Allemagne et en France. Et là, il y avait encore même plus à gagner que tout le reste. Pour vous dire que c'est quand même énormément de travail pour arriver à... Et c'est tout un équilibre. C'est passionnant. Mais il faut que tout fonctionne pour que vous arriviez à ces résultats-là. Et ça a été le cas pendant 5 ans avec mon ami. On a cartonné. On a pu développer, continuer à réaliser jusqu'au jour où le franc CFA, qui était la monnaie sur laquelle on travaillait en Afrique de l'Ouest, la monnaie des Français, monnaie qui n'avait jamais bougé hein, depuis sa création, jamais en termes de parité, elle n'avait jamais bougé. Je me rappelle, 1 centime français était égal à 1 franc CFA, 1 centime français. C'est-à-dire 1 franc français, 100 francs CFA. Hein. Bon. Et puis, pour des magouilles, ça commençait, on était sous les conséquences de la politique à Pompidou, je suppose, mais c'était pas lui à l'époque, c'était sous Giscard, on était sous Mitterrand. Hein. Les conséquences fait qu'à un moment, ils ont dévalué le franc CFA. Et que tout d'un coup, il fallait 2 francs CFA pour faire 1 centime de franc. 2. Vous voyez la dévaluation énorme. Ah, évidemment, tout se cassait la gueule, c'est ça incroyable. Nous qui étions avec mon associé, je suis jeune à l'époque, hein, on a 30, pas plus de 30 ans, pas plus. Hein. On était en voie, en fin de compte, d'équilibrage pour pouvoir satisfaire les nouveaux marchés que j'avais trouvés en Afrique. Il a fallu qu'on achète de plus en plus, embaucher de plus en plus de gens. Donc ça veut dire avoir une trésorerie pour le faire. La trésorerie pour le faire, c'est la banque qui nous l'a donnée. À l'époque, les Allemands étaient vraiment soutenus par leur banque. Hein. Et donc c'était le cas. Moi, à l'époque, j'avais la Bayerische, la Dresdner Bank et la Bayerische Bank. Mais quand le franc CFA s'est cassé la gueule, eux, ils nous avançaient, je crois, tous les salaires, je ne me rappelle plus à l'époque. Hein. On était pas loin de 3 mois de salaire sur 100 salariés, je sais pas t'imagines. On avait 300 salaires. En gros, alors, pas en décalé, mais bon, ça fait ça. C'était ça notre trésorerie. La banque, du jour au lendemain, quand le franc CFA s'est cassé la gueule, a exigé, a arrêté déjà, et a exigé le remboursement. Ce qu'on a fait à tort, moi je ne voulais pas, moi je pensais que j'étais planté, et que ce qui était pris, il fallait surtout pas le ressortir. Mon associé était d'un avis contraire, et comme c'était lui qui avait la plus grosse, qui avait la décision, qui emportait la décision, on a repayé, pour quand même, malgré tout, 2 ans plus tard, fermer. Voilà en gros mon mouvement de fripe et de l'Afrique. Néanmoins, ce métier, qui était devenu le mien, j'ai eu dans ma vie, à ce moment-là, moi je dirais, un gros problème, qui a remis en cause la totalité et de mes activités et de ma vie de famille, tout. Suite à ça, il a fallu tout redémarrer. Tout. Et je redémarrais la même activité, mais en France, de façon plus locale, et de façon encore plus complète, mais avec une vision plus axée sur le chiffon d'essuyage, le recyclage, bien sûr l'export, mais c'était plus là-dessus. Et pareil, j'ai réussi à mettre ça en route assez vite avec 45 salariés à l'époque. Hein, j'avais été aidé par une municipalité qui a cru en moi, réellement, et qui a mis à ma disposition des bâtiments et les moyens pour réadapter ces bâtiments à mon activité, soit en gros 100 000
euros, c'est en euros à l'époque, je sais plus, non, je crois pas, non. Enfin, je sais plus, enfin, ça a tellement changé de monnaie en peu de temps. Et j'ai remonté une activité. Et pour pouvoir le faire, j'ai dû m'associer à 2 personnes. Un qui a porté du fric et l'autre qui m'a aidé à la mise en place de projets. Et qui s'occupait beaucoup plus de l'entreprise avec l'extérieur. Et moi, j'étais un peu comme le directeur technique de l'entreprise, puisque ils se connaissaient que dalle, et c'était à moi de mettre tous les paramètres en place. Donc c'est ce que j'ai fait. Et quand tout fut en place, tout, ça a mis 1 an et demi. David, ils m'ont viré. Ils m'ont viré via une astuce que j'ai pas envie de développer ici. Mais du coup, je me suis retrouvé à perdre ma majorité, puis j'étais majoritaire au départ. Sur le projet, c'était la condition pour laquelle je voulais bien avoir des associés. C'était au minimum posséder 33% plus une part de la SA. Et c'était le cas. Et par les manœuvres que j'ai pas vu venir ou que j'ai pas cru, je me suis retrouvé dépossédé de ça, je suis retombé à... Bref, j'ai perdu le pouvoir. Et j'en ai tout de suite profité pour se l'abroger et tout d'un coup se mettre en situation d'exiger de ma part que je plie l'entreprise à des projets qu'ils avaient, eux, qui n'étaient rien à voir avec le projet. J'aurais dit d'aller se faire largement voir. Et ce fut la fin, je dirais, à peu près de ces activités dans le recyclage textile. Ça m'a valu près de 20 ans de ma vie, dans la fripe, 20 ans de ma vie, à travailler dans les métiers du recyclage, à voyager à travers le monde, c'était mon rêve d'enfant, grâce à mon activité. Je suis allé aussi en Afrique de l'Est, bon, je raconte pas, mais j'ai fait aussi le Kenya, l'Ouganda, qui étaient aussi des gros clients pour moi. La Tanzanie, ça a marché, que Dieu. L'Afrique de l'Est, c'est bien parce qu'il fait un peu plus frais qu'en Afrique de l'Ouest. Et quand tu as des vêtements d'origine d'Europe, qui viennent d'Allemagne par exemple, des vêtements, la moyenne, si je préfère, la moyenne du vêtement allemand, est plus chaud que la moyenne du vêtement espagnol, on peut comprendre. Bon. Mais la qualité est meilleure. Et donc il fallait trouver à tout prix, j'ai trouvé en Afrique de l'Est, en Kenya, où les nuits il fait frais, une vente pour justement cette qualité-là, et une bonne vente. Et j'avais même trouvé une cliente, archi multimilliardaire, qui m'aimait beaucoup, qui m'aimait bien, mais elle me faisait bosser. Elle m'appelait quand j'étais en Allemagne, des fois elle appelait le lundi, pour me dire, vous devez venir au bureau mercredi, voilà un billet d'avion première classe, votre avion d'école, comme ça se passait. Et je laissais tout tomber, et je prenais en première classe, surtout, et j'étais logé dans les plus grands palaces de Nairobi, comme le Safari Park Hotel, des trucs. Et grâce à cette dame, on a beaucoup travaillé. Et elle, à un moment, ce qu'elle voulait, c'est que je travaille que pour elle. C'est-à-dire que j'arrête mes intérêts dans mon entreprise avec mon associé. Et à l'époque, j'en ai pas trouvé l'utilité, voulant garder quand même une certaine indépendance, puis gagnant très bien ma vie de cette façon. Je vois pas pourquoi, mais avec le recul, je pense que je me suis trompé à l'époque. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, pas toujours de bons conseils. Et je pense aussi que ma faiblesse en anglais y a été aussi pour quelque chose, pour encourager à faire beaucoup plus, quoi. D'accord. Voilà, je sais pas pourquoi je voulais vous parler de tout ça. Peut-être pour ceux qui veulent me connaître un peu mieux. Puis parler de métier, voilà, des choses qu'on ne connaît pas, que beaucoup de gens ne connaissent pas. La friperie, ils voient souvent une petite boutique ou un atelier d'une association quelconque, où chacun vient trier les vêtements enfants, les machins, les trucs et bidules. Mais ça, c'est juste le 1 pour 1000 du tout, quoi. C'est très peu par rapport à la réalité de l'activité globale pour qu'elle fonctionne. Et j'étais heureux. Un petit gamin de la DAS, quand même, malgré tout, n'aurait été capable de mettre ça en place. Les éléments de la vie n'ont pas toujours été de mon côté. Loin de là.
Et de tout ça, ben, il n'en est rien resté à part des souvenirs. Mais ça m'a rassuré dans le fait de voyager. Ça m'a ancré dans le besoin de voyager. Et puis, ça m'a fait découvrir ce merveilleux continent qui est le continent africain, hein, qui est si peu connu de nos jeunes aujourd'hui, parce que quand ils partent en vacances, j'ai remarqué, surtout ici au Québec, hein, ah, beaucoup, oui, t'es allé où? Bon, en Australie, oh, aux États-Unis, l'Afrique, très peu, hein. Mais par contre, ceux qui y vont, en général, mais toujours l'Afrique, c'est où tu sauves en courant dès que tu arrives, ou tu veux plus repartir. Tellement c'est puissant, voilà. J'ai aimé, et j'aime toujours ce continent. Me manque un peu d'ailleurs. Hein, il y a longtemps que je suis pas allé. La dernière fois que je suis allé, c'était au Cameroun, je crois, dans une situation très très particulière, je ne vais pas raconter ici, et c'était il y a, oui au moins, 20 ans déjà. Ouais, peut-être. Bon, ça m'a fait un peu de bien, puis un peu de nostalgie que de vous raconter ça quand j'étais fripier. Ce métier qui m'a permis, comme je dis souvent, ce métier de recyclage qui recycle et les choses et les hommes. Hein, et que j'ai d'ailleurs développé aussi chez les Emmaüs, puisque lorsque j'avais fini mon activité, en tant qu'entrepreneur, j'ai été appelé à aider les Emmaüs à mettre ça en place, à avoir une vision un peu plus fine des tris. Et j'ai aidé trois grandes communautés que j'ai aidé à performer un petit peu par rapport à ça, et mise en place. Voilà, c'est mon expertise, c'est mon savoir-faire, que je pourrais éventuellement mettre en place ici, mais dont plus personne n'a besoin. Et puis c'est des métiers très marginaux, hein, ce qui me va bien. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était l'eau, souvenir de friperie et l'Afrique. Bye, merci.